concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon les copains, là il est 7h du mat, on finit tranquillou notre petite journée mondiale 2026. Alors bon, ils nous ont fait une petite subtilité, une petite heure supplémentaire. Donc bon, il y avait 1 heure de rab en gros, mais à attendre juste le coup d'envoi. Donc bon, c'est pour ça qu'on finit un peu tard aujourd'hui, mais on va quand même le faire parce que ce Mexique-Équateur, franchement les copains, ça valait le coup de se réveiller et d'être encore présent à cette heure-là, parce que franchement le match était sacrément intéressant. Alors oui, voilà, le score, voilà tout ça, on va en parler, mais il y a vraiment des enseignements à tirer, je pense, de ce match. Donc comme d'habitude les copains, on y va, vous y allez. Vous commentez, vous likez, vous partagez, vous me dites vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, posez des questions si vous avez envie. Allez-y, le débat, il est ouvert et c'est plus sympa si vous le faites avec moi. Sinon, vous inquiétez pas, je le ferai tout seul. Dernière chose, si vous arrivez sur la chaîne, toujours pareil, on a besoin d'abonnements, on a besoin de visibilité et on a besoin de force. Donc, allez-y les copains, on y va. On envoie un abonnement, c'est pas grand chose pour vous, globalement. Et pour nous, vraiment, c'est un vrai plus. Bon, maintenant qu'on a dit ça, moi, je dis une chose ce soir, enfin, ce matin. Les gars, ce Mexique, il va être dur à éliminer de ce mondial. Vraiment. Parce que ce qu'on a vu ce soir, enfin, cette nuit, ce matin, c'est comme vous voulez. Enfin, là, il y a quelques dizaines de minutes. Vraiment, je sais pas s'ils vont être en capacité de pouvoir reproduire ça tout le temps, les Mexicains. Mais vraiment, là, ce qu'ils nous ont montré, en termes d'intensité, de rythme, de course vers l'avant, de technique, d'audace, vraiment, ils ont mis tous les ingrédients, franchement, pour se rendre le match super simple. Et pour moi, ça souffre d'aucune contestation. Pour toute personne qui a vu le match, c'est pas possible de me dire que ce match-là, c'est pas maîtrisé de A à Z par les Mexicains. Là, les copains, je vous le dis, je vais pas dire une masterclass, mais on n'en est pas loin. On n'en est vraiment pas loin. Je vous montre les stats. Mais pour que vous voyez, alors c'est pas forcément en termes de grosses occasions. Il n'y a pas eu de face à face, il n'y a pas eu d'occasions comme ça. Par contre, le nombre de situations dangereuses, le nombre de moments où les Équatoriens savaient plus quoi faire avec la balle, vraiment la première mi-temps, c'est pas loin d'être une masterclass. Je vous dis, hein, c'est vraiment très très bon.
Moi, j'ai beaucoup aimé dans cette équipe parce que on en avait parlé au tout début de la compétition quand on avait fait un petit focus sur les Mexicains en se disant bon, est-ce que ça peut aller loin? Est-ce que ça peut Moi, il y a des joueurs, je vous mens pas, je fais pas mon hipster du football. Il y a des joueurs que je découvre. Il y a des joueurs véritablement que je découvre. Et dans les joueurs que je découvre, le milieu de terrain là, avec Mora, honnêtement, faut en parler. Honnêtement, lui, il a vraiment quelque chose. Pendant ce match, il a été rayonnant. Lira, alors c'est pas le plus sexy, mais alors en numéro 6 qui te met le fameux bleu de chauffe, dédicace à Laouni, je sais pas si t'es là sur ce live, mais le fameux bleu de chauffe qui est mis et l'intensité qui était mis, c'était fou. Et Romo, alors peut-être un cran en dessous, et encore, je trouve qu'ils l'ont un peu mal noté dans. Non, franchement, les trois du milieu de terrain, ils ont mis un pressing de dingue et le milieu équatorien, mais il s'est fait bouffer. Mais il s'est fait véritablement bouffer de la première à la 45. Allez, la première à la 20e, les équatoriens, ils voient pas le jour. Vraiment, ils voient pas le jour. C'en est même flippant parce que cette équipe-là, elle nous a habitués à être vachement intense, à mettre beaucoup d'impact, à redoubler les courses eux aussi, à pas avoir peur, à être audacieux. Là, ils ont pas pu en fait. Là, pendant toute la première toutes les 20 premières minutes, c'était assez fou ce qu'on a pu voir. Et voilà, au moment où on va dire les Mexicains ont relâché un tout petit peu le pressing, les Équatoriens, c'est là où ils ont été, ils se sont fait punir en fait. Ils ont commencé à faire remonter un peu le bloc. Et alors là, dans cette configuration là, je vous le dis, c'est des chiens de la casse le Mexicain. Leur laisse rien du tout, ne leur laisse rien du tout, parce que vraiment c'est une équipe qui dès que on va dire t'es pas bien en place derrière, c'est fini. Donc il y a le premier but de Quinones, franchement, belle frappe. Alors on pourra dire peut-être le gardien, non franchement la frappe elle est vraiment parfaite. C'est vraiment dur de dire quelque chose. Et puis après, les copains, c'est qu'il y en a eu un, mais il y en a eu un deuxième en fait qui est arrivé. Alors pas direct après, mais je sais pas, une dizaine de minutes, ouais voilà. Je vous montre le score, qui est arrivé une dizaine de minutes après. Alors à partir du moment où il y a eu le 2-0, moi j'ai continué à regarder bien évidemment, mais le match avait pris une autre tournure à partir du moment où les Mexicains ont mené 2-0. Les Équatoriens ont tellement été sous pression et sont tellement fait bouffer sur leur point fort, parce que les Équatoriens, c'est ça, c'est une équipe qui met, comme je l'ai dit, beaucoup d'impact et beaucoup d'intensité, et si tu les prends à ce petit jeu-là, ouais, ils se sont fait bouffer. Et en plus, il y a même pas l'excuse de il manquait des gars. Voilà, je vous partage la compo. Sur la compo, on voit bien. Il y a les fameux trois monstres derrière avec Hincapié, Pacho et Ordonez. Bon les trois monstres Ordonez là, ce match, pas se mentir, il est pour lui. Alors c'est pas directement une bourde de Ordonez qui amène le but, mais c'est d'une bourde de Ordonez dans la relance que naît le 2-0. Et je vous dis, à partir du moment où il y a 2-0, 30 minutes de jeu, oubliez pas, il y a une énorme pression au niveau dans le stade. Il y avait évidemment beaucoup de supporters mexicains qui étaient là. 2-0, en plus, je vous dis, avec le scénario et ce qu'ils ont montré, là, ça devenait mission impossible. Ça devenait mission impossible pour les Équatoriens. Alors, à la mi-temps, il a tenté quelque chose, Becasseche. Il a tenté de faire rentrer Medina et Preciado à la place d'Ordonez, qui était complètement cul bouilli.
après, je pense après son erreur. Alors, je sais pas si c'est juste pour le sanctionner de son erreur ou parce que lui il y était pas. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'erreur, il fait pas du tout une bonne première mi-temps, Ordonez. Et Franco aussi, il est pas, voilà, on va pas se mentir, il fait pas non plus, mais à l'image de l'Équateur. En fait, la première mi-temps de l'Équateur, elle est ratée, elle est complètement ratée. Parce que même les fameuses situations, faut être très honnête, il y en a une il y a encore 0-0 à ce moment-là. Je crois que c'est Yeboah ou Valencia, mais je crois que c'est Yeboah qui se retrouve dans la surface en passant son adversaire et ça frappe est déviée par le gardien et ça finit sur le poteau. Et ça, c'est encore à 0-0. Donc, à partir de ce moment-là où t'as pas en plus l'efficacité, tu te fais bouffer vraiment, tu commences un tout petit peu à sortir, t'as une occasion, tu la loupes, et derrière t'es puni. Voilà, les gars. Le foot de haut niveau, c'est impitoyable, hein. Donc là, à ce moment-là, ils se sont fait bouffer, je vous dis, sur leur point fort. Et je pense que c'est pour ça aussi que BKC était pendant une bonne partie de la première mi-temps, je sais pas, on avait l'impression qu'il était amorphe. Je vous dis pas que je suis un expert, mais depuis les 3 matchs, on voit, c'est un gars super énergique, qui essaie de transmettre quelque chose. Si on devait faire un parallèle, il me fait un peu penser, pas physiquement, mais dans l'attitude, à un Unai Emery, c'est-à-dire un coach qui essaie de transmettre son énergie. Et là, pendant la première mi-temps, je vous dis, les gars, il était livide, quoi. Il était livide, il bougeait pas. Donc, il nous tente les remplacements, comme je vous ai dit, avec Medina et Preciado. Ça change rien. Parce que la deuxième mi-temps, en fait, les Mexicains ont laissé, en fait, la balle. Ils ont laissé la balle aux Équatoriens. Mais comme ils étaient en situation, on va dire, de maîtrise, ils mènent 2-0, ils sont à domicile, ils ont mis comme j'ai dit, un énorme bouillon à l'équipe adverse pendant la première mi-temps. Bon, bah, la deuxième, ok, hein, ils peuvent laisser un peu plus venir les Équatoriens, et les Équatoriens sont venus, parce que sur la deuxième mi-temps, si on regarde un tout petit peu le momentum du match, on voit que là, la balle, le contrôle de la balle est beaucoup plus pour les Équatoriens. Mais je vais pas vous mentir, les copains, ils n'arrivaient pas réellement à se montrer vraiment dangereux, les Équatoriens. C'était brouillon. Et ça, d'ailleurs, il va falloir en parler quand on fera le bilan total de leur mondial. Ah ouais, l'Équateur, ça a manqué vraiment de qualité dans la zone adverse, en fait. Il y a trop d'imprécisions, trop de gâchis, ouais, c'est pas assez clinique. Donc on l'aime beaucoup, Ener Valencia, hein. Et on l'aime beaucoup. Malheureusement pour lui, il a pas pu se rentrer un peu plus dans l'histoire en marquant dans je sais pas combien de coupes du monde et tout ça. Mais la réalité, c'est que Ener Valencia, il est aussi rattrapé par le poids des années, hein. Il a 36 berges, et 36 berges, et là il les a fait un peu. Et Gonzalo Plata, qui était à ses côtés, bon, moi j'avais vu des choses intéressantes. Il avait été particulièrement bon et buteur même contre l'Allemagne. Là, ce soir, non, c'est compliqué. Le seul qui arrive un peu à surnager, c'est Caicedo et Yeboah. C'est les deux seuls, et je suis assez d'accord avec les notes, c'est les deux seuls qui, pour moi, surnagent un peu. Yeboah, il y a vraiment quelque chose chez ce garçon. Vraiment, profil un peu atypique. Il est pas hyper costaud. C'est pas un gars, comment dire, très, ouais, ultra costaud. Mais voilà, moi je me suis rappelé qu'évidemment ce joueur-là, bah, on le connaît un petit peu en Italie parce que il est à Venezia, qui est en Série B. Bon, c'est un joueur qui a pas réussi véritablement en Europe pour l'instant, mais sur ce qu'on a pu voir là, bah, je vous le dis les copains, je vous dis pas dans les top clubs et tout ça, mais la fameuse phase qu'on entend très souvent pendant les mondiaux, pendant les coupes du monde en France,
Les gars, en Ligue 1, il a rien à enlever à plein de joueurs moyens qui peuvent naviguer de club en club avec je sais pas quel agent qui arrive à faire fructifier. Hein. Franchement, ce que j'ai vu, il a 26 ans en plus. Franchement, profil très intéressant. Après, 1m70, comme j'ai dit, pas physique, pas très physique. Donc, c'est pas forcément avec les standards qu'on aime en 2026, mais vraiment un joueur intéressant dans cette sélection. Et ce soir, ouais, c'est un des seuls qui fait encore le match. Mais sinon, non, c'est trop décevant. C'est trop décevant, comme je l'ai dit, dans le dernier geste. Dans le dernier geste côté équatorien, tu peux pas espérer aller véritablement loin quand tu as autant de carences dans le dernier geste. Pour moi, c'est rédhibitoire. C'est pas possible. Et là où, on va falloir en parler 2 minutes, mais j'étais quand même très sceptique pour l'alliage Quinones, Jiménez et Alvarado. Alors Alvarado, je le connais moins. Quinones, oui, mais en tant que numéro 9. Et Jiménez, oui, là aussi en tant que numéro 9. Mais là, dedans, il y en a qu'un seul qui joue numéro 9. Et dans ce trio-là, je trouve que Quinones arrive véritablement à être utile pour l'équipe. C'est pas juste le numéro 9 qu'on a mis un petit peu sur le côté et puis qui va faire allez, on va dire le job, mais en faisant un petit peu la gueule. Non, moi j'ai pas l'impression. Franchement, Quinones depuis le début, alors il avait marqué les esprits avec son but au début de la compétition, mais quand on regarde sa compétition pour l'instant, et on en arrive déjà au 4e match, bientôt au 5e, ouais, pour moi ça fait partie. Je suis désolé, hein, moi je l'attendais pas forcément à ce niveau-là. Pour moi, ça fait partie des vraies bonnes révélations. Alors c'est pas révélation dans le sens où c'est pas un gamin de 20 ans, mais ça reste un gars de 25, 26, je crois. Je vais revérifier ça. 25, 26, mais qui, ouais, franchement, il apporte véritablement quelque chose. Donc, est-ce qu'il faut le faire revenir? Ah non, 29 ans. 29 ans, notre ami Quinones, qui est jamais passé en Europe. Hein. Jamais passé en Europe. C'est un parcours un peu particulier en plus, Quinones. Hein. C'est un Colombien à la base qui est maintenant donc mexicain d'adoption, on va dire, et qui avait beaucoup joué, globalement qu'au Mexique. Hein. Là, je regarde l'affiche, il passe au Tigres, il passe à Atlas, au Club América, et en 2024, il part à Alcatia. Pareil, hein. S'il y a un club européen qui veut le rapatrier, le copain, on peut dire oui, hein. On peut le prendre, hein. Parce que sur ce qu'il montre, franchement, il a pas à détonner. Maintenant, n'oubliez pas un truc, et je l'avais dit pendant le focus avant la Coupe du Monde. N'oubliez pas que les joueurs mexicains, on a toujours tendance, en tout cas moi j'ai pris l'habitude maintenant, on a toujours tendance à s'enflammer un petit peu et s'enjailler sur les joueurs mexicains pendant les Coupes du Monde. Et à juste titre, hein. Il y en a plein qui, à certains moments, ont été capables de sortir du lot et de se dire ah ouais non, lui franchement faut investir sur lui. Mais si vous regardez bien la liste des joueurs mexicains qui ont évolué en Europe et qui ont une vraie belle carrière, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, il y en a pas beaucoup. Vous avez pensé forcément à Marquez, à Rafa Marquez ou à Chicharito, forcément. Après, vous allez descendre d'un niveau. Vous allez penser à un Guardado, par exemple, qui a joué très longtemps à Valencia et qui a été, je crois, et qui est encore recordman des sélections au Mexique. Mais on est quand même descendu d'un niveau par rapport à Rafa Marquez ou Chicharito, des vainqueurs de Ligue des Champions. Chicharito devait y être encore en 2007. Donc, oui, les Mexicains, faut doser entre ce qu'on voit pendant ce mondial-là et encore plus là, parce que ils sont à domicile. Donc forcément, être à domicile, il y a une motivation supplémentaire. Je dis pas que en Coupe du Monde, si t'es pas à domicile, t'es pas motivé, loin de là. Mais il y a quand même un truc un peu supplémentaire qui fait que il y a une atmosphère particulière dans le stade,
dans l'environnement, dans le temps que tu passes. Et attention à pas prendre comme argent comptant, on va dire, ce qu'on peut voir là pendant cette phase de Coupe du Monde, et de toujours un petit peu remettre en perspective. Donc là, par exemple, on aime beaucoup Quinones, mais c'est vrai, 29 ans, Alcatia, est-ce que ça serait vraiment un profil qui pourrait fonctionner s'il venait en Europe? J'en sais rien. Maintenant, ce que je sais juste, c'est que sa Coupe du Monde, elle est enthousiasmante. Il est cohérent dans le schéma pensé et imaginé par Aguirre. Et on pose la question ce soir. On pose la question parce que on la pose tout le temps, cette question-là. Je pense qu'elle est toujours intéressante pour analyser un match. Les gars, est-ce qu'il y a eu bataille tactique entre les deux? Est-ce que entre Aguirre et Becasecce, est-ce qu'on a eu une bataille tactique? Bah moi, j'ai envie de vous dire que non, les copains. J'ai envie de vous dire que si elle a eu lieu, bah elle a pas duré bien longtemps, parce que le plan de jeu imaginé par Aguirre, force est de constater, les copains, c'est même pas que c'est ultra performant, c'est que ça a marché de A à Z, parce que allez, peut-être pas sur tout le temps fort, parce que le but arrive à la 22e et que le gros temps fort du Mexique sur la première mi-temps, c'est les 15 premières minutes. Mais tu arrives à sanctionner ton adversaire assez rapidement sur un temps, juste après ton temps fort. Tu lui marques dans le momentum de match, tu lui marques un deuxième but à la demi-heure de jeu. Et derrière, tu maîtrises, tu contrôles. Et je le répète, Javier Aguirre, il semble vraiment contrôler totalement son groupe. Vraiment. J'ai pas l'impression du tout qu'il y ait une voix dissonante dans le groupe et dans la manière de penser cette Coupe du Monde chez tous les joueurs mexicains. J'ai l'impression ils sont tous d'accord, ils sont tous à 200%, et le sélectionneur, il pourrait leur dire les gars, il va falloir se jeter d'un pont pour pouvoir aller à passer un tour supplémentaire. Je grossis le trait, bien évidemment, mais je vous jure qu'il serait capable de pouvoir le faire parce que il arrive à transmettre un truc. Il transmet un truc, Aguirre. C'est une réalité. C'est que là, cette équipe, elle lui ressemble. Je suis pas un spécialiste d'Aguirre, hein, je l'ai pas vu 150 000 fois, mais on le connaît en Europe. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le voit, qu'on sait ce qu'il est capable de faire. C'est un entraîneur généralement bien défensif. Mais là, on peut même pas taxer son Mexique d'ultra défensif. Hein. C'est pas une équipe ultra défensive. C'est une équipe qui sait bien défendre, ça d'accord, mais c'est pas du tout une équipe ultra défensive. Dans l'approche, je vous dis, revoyez la première mi-temps face à l'Équateur ce soir. Si ça, c'est une équipe défensive, bah, on va en avoir beaucoup des équipes défensives. Parce que vraiment, ils ont harcelé le porteur du ballon. Dès qu'ils ont pu aller vers l'avant, ils ont été vers l'avant. Vraiment, moi, je le dis, je reconnais pas forcément ce Javier Aguirre que je connaissais un peu, frileux, en mode pompier de service en Liga, et qui généralement, ouais, mais quand même un peu le jeu de côté. C'est plutôt un gars qui a l'habitude de préférer le résultat et l'efficacité. Bah, là, force est de constater que l'efficacité, il l'a. Parce que quand on regarde, je vous remonte les stats, hein, les copains. Mais quand on regarde les stats brutes, moi je vous dis, le Mexique domine et tout ça. Mais quand on regarde les fameux XG qui peuvent bien nous figurer un peu ce qui s'est passé pendant le match, bah 1,02. Hein. Donc on n'aime pas en plus, on va dire, sur une équipe qui a été dominante pendant 90 minutes et qui a étouffé son adversaire. Non, vraiment, ça a été stratégique, tactique. Et dans cette stratégie tactique, il y en a un qui s'est imposé, mais oui, je veux dire, qui a fait un peu la leçon à l'autre. Et je pense qu'entre les deux, il y a une vingtaine d'années. Hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça qui a fait l'expérience, qui a fait la différence. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la fameuse question, est-ce qu'il y a vraiment eu bataille tactique? Moi, je vous dis, si elle a eu lieu,
elle a duré que très peu de temps. Et ça, c'est quand même à mettre au crédit d'Aguirre et de pas sous-estimer ce qu'il a fait, parce que revoyez l'équipe, il n'y a pas de, et ça c'est pareil, on en parlait aussi avant le début de la compétition. Il n'y a pas des stars, il n'y a pas que des stars. Enfin, c'est même pas, il n'y a pas que des stars, il n'y a pas de stars. Il y a pas de stars dans cette équipe. Il y a véritablement pas de stars. Donc, arriver à faire, à donner ce résultat visuel, parce que l'impression visuelle, franchement, elle va vraiment vers les Mexicains. Vraiment, là, je vous le dis, quand on voit ce qu'ils ont mis, et quand on pense à certaines équipes, vous avez pensé que je fais une fixette un peu sur eux, mais quand on voit par exemple ce que nous ont proposé hier les Paraguayens, avec soi-disant aussi peu de joueurs de ballon, des joueurs on va dire limités, et tout ce qu'on peut entendre là-dessus, force est de constater, regardez le 11 du Mexique, pour ceux qui écouteraient en podcast, c'est Rangel dans les buts, c'est Gallardo à gauche, c'est Sanchez à droite, Vasquez, Montes. Si vous les avez véritablement, bravo à vous, mais c'est pas forcément des noms ronflants. Le milieu de terrain, c'est Romo, Lira et Mora. Vraiment, si vous les avez, tant mieux pour vous, encore une fois. Et devant, ok, Raúl Jiménez, on connaît, et Quinones, on vient d'en parler. Ok, d'accord, si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans la Saudi Pro League, ok, vous savez que c'est le meilleur buteur. Et Alvarado, pareil. Donc, on est sur les mêmes types de qualité d'effectif. On est sur les mêmes choses. Sauf que, oui, même un entraîneur défensif comme Aguirre, il a réussi à influer un minimum d'esprit offensif. Un minimum. Et ajouter à ça c'est peut-être l'effet public à domicile. Peut-être que ce groupe mexicain est sublimé en plus par le public derrière et par cette foule qui veut pousser la sélection le plus loin possible. Peut-être qu'il y a de ça. Mais dans l'ensemble, vraiment, ce soir, les Mexicains, ils ont bouffé leur adversaire, oui, mais c'est maintenant, après, faut se positionner un tout petit peu sur la suite de la compète, parce que mine de rien, maintenant, les 16e, ils commencent un peu à avancer. On commence à avoir de plus en plus de sélections qui nous disent au revoir. Donc, on avait eu l'Afrique du Sud, on avait eu les Japonais, on a eu les Allemands, on a eu les Néerlandais, on a eu aujourd'hui les Ivoiriens et les Suédois tout à l'heure, et là maintenant donc les Équatoriens qui partent. Donc bon, après c'est le jeu, c'est normal. Maintenant, dans le fameux tableau final, bracket, appelez ça comme vous voulez, mais moi je préfère quand même tableau final. Donc dans le fameux tableau final, là on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en fait les Mexicains, ils vont jouer le vainqueur de Angleterre-RDC. Pas facile. Alors, de toute façon, autant vous dire, les copains, en 8e de finale de Coupe du Monde, ça commence à devenir difficile de jouer contre des sparring partners. Bon. Mais ils jouent contre l'Angleterre ou la RDC. Est-ce qu'ils vont être favoris contre ces deux équipes? On aurait tendance à dire plutôt oui si c'est la RDC. Maintenant, si c'est la RDC qui sort l'Angleterre, attention. Et si c'est face à l'Angleterre, malgré qu'ils soient à domicile, je pense malheureusement les copains qui seront pas favoris. Mais est-ce que cette équipe du Mexique ne préférera pas justement être dans cette position d'outsider avec le public derrière? Moi, je pose la question, je vous le dis, on fera le débat tout à l'heure dans l'après-midi pour la preview du Angleterre RDC. Mais si c'est l'Angleterre qui vient à passer, ce qui est normalement le cas, voilà. Ouais, je vais mettre des bémols tout à l'heure dans le petit débat, mais c'est normalement vers ça qu'on doit se diriger.
Bah, face à une Angleterre qui, pour l'instant, est un peu balbutiante et a du mal à trouver ses automatismes, a du mal à véritablement bien jouer, bah, je vous le dis, les copains, il y a un monde où le Mexique, ils arrivent à sortir l'Angleterre. Hein. Et si c'est la RDC, bien sûr, la RDC qui aura sorti l'Angleterre, ça veut dire aussi un minimum de de qualité. Mais par contre, là, la configuration s'inverserait. Mais est-ce que le Mexique, s'il vient affronter la RDC, ils vont être véritablement en souffrance ou en délicatesse? Je pense pas. Donc, dans les deux cas, les adversaires ne sont pas des épouvantails dingues. Et même si l'Angleterre, sur le papier, est beaucoup plus prestigieux et beaucoup plus ronflant que le Mexique ou même que la RDC, ce qu'on a pu voir, je suis désolé de l'Angleterre, il y a des doutes. Il y a des vrais doutes. Il y a des vrais doutes sur cette sélection. Sur le jeu offensif, sur l'utilisation de Kane, sur l'utilisation de Bellingham. Enfin, il y a plein de questions. Peut-être que ça sera ces fameuses questions seront solutionnées ce soir vers 21h après le 16e de finale, mais j'ai quand même des doutes. Et en plus, jouer une équipe comme la RDC, c'est loin d'être un cadeau quand on est l'Angleterre en 2026. Donc pour moi, attention, là ce Mexique, ils sont peut-être en train de faire quelque chose de dingue en fait. Ils sont peut-être en train de se créer un parcours. Pourquoi? Bah pour passer ce fameux plafond de verre. Parce que les gars, si vous suivez le foot depuis un moment, et même pas depuis un moment, est-ce que vous avez le souvenir d'un Mexique qui se qualifie pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde? Allez, je suis tranquille, vous pouvez chercher pendant un moment, parce que je vous le dis, vous n'allez pas trouver. Cette équipe, elle a justement ce véritable problème et ce véritable handicap. Elle n'arrive jamais à passer le cap des huitièmes de finale, pardon. Donc, est-ce que là, enfin, cette équipe, elle va être en capacité de pouvoir passer le cut et parce qu'elle sera à domicile, enfin arriver dans les 8 meilleures nations mondiales. Ça, c'est la vraie interrogation. Ça, je vais vous dire, moi, j'ai envie de voir si ce Mexique est en capacité. Mais maintenant, ce qui est sûr, là, là, par contre, ça, j'en suis persuadé. Ce Mexique-là, vraiment, il va être, mais je vais être gentil et je vais pas être vulgaire en disant ça, mais il va être très, 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 très chiant à aller sortir. Ah, mais il va être très, 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 très difficile à aller sortir. Parce que vraiment, s'ils remettent l'intensité qu'on a vue ce soir et qu'on voit depuis tout à l'heure, qu'on voit depuis le début de la compétition, hein, s'ils mettent cette même intensité-là et qu'ils sont capables de la reproduire match après match, alors oui, après, ça va être le talent individuel qui fera la différence. Et peut-être que ça sera le cas contre l'Angleterre. Peut-être. Peut-être que là, le talent anglais des individualités, type Bellingham, type Kane, type Saka, j'en sais rien. Peut-être que c'est eux, là, à ce moment-là, qui feront la différence comparé à ce collectif huilé mexicain. Mais par contre, ces individualités anglaises ou de n'importe quel pays, elles ont intérêt de s'accrocher pour pouvoir suivre le rythme imposé par ces Mexicains. Et puis, il y a un dernier point, les copains. C'est qu'on en est au quatrième match. Et les copains, ils ont toujours encaissé 0 but, les Mexicains. On en est à 0 but encaissé. Alors, ok. On va pouvoir peut-être se dire, ouais, mais on parle d'une équipe qui a joué la République tchèque, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et l'Équateur. Ouais, bah d'accord. Je vous rejoins. Ok, les copains. Par contre, n'empêche que on en est à 360 minutes où la défense, elle s'est pas fait prendre à revers. Donc ça, mine de rien, vous pouvez me dire on peut dire ce qu'on veut. Hein. On peut dire ce qu'on veut, minimiser les adversaires. Moi, je vais pas les minimiser, je vais les nuancer en disant bon bah voilà, on n'a quand même pas des cadors, ok, mais n'empêche que la performance, elle est quand même significative. Voilà, tu fais 4 matchs de Coupe du Monde,
tu prends pas un seul but, ça veut dire que pendant ces 360 minutes, il n'y a pas eu de relâchement. Donc ça veut dire que cette équipe-là, quand je dis que le fameux plan tactique imposé par Aguirre est véritablement compris et assumé de tous, bah, c'est que si tu as 0 but encaissé en 360 minutes, avec la on va dire l'intensité que ça comporte, les gars, pour moi, c'est un signe. C'est un signe que, encore une fois, Aguirre, il tient énormément bien son groupe, que tout le monde va dans le même sens, et que si ça va dans le même sens, bah oui, ce Mexique va être difficile, vraiment difficile à éliminer. Et l'Angleterre, comme je le dis depuis tout à l'heure, avec ce qu'elle nous a montré depuis le début de la compétition, je vous garantis que je suis pas du tout rassuré. Je suis pas anglais, hein, mais je suis pas du tout emballé plutôt par ce que propose l'Angleterre. Et vraiment, j'aurais hâte de voir un huitième de finale Angleterre-Mexique pour voir comment cette Angleterre, qui, je le dis depuis tout à l'heure, balbutie son football, se débrouillerait face à cette intensité mexicaine. Maintenant, si on parle juste du cœur, j'avoue que je préférerais quand même que la RDC vienne à se qualifier. J'avoue que le symbole serait tellement énorme. Et voilà. Et là, après, ça, c'est autre chose. On en parlera tout à l'heure sur la chaîne. Mais voilà, moi, je suis quand même très emballé par ce que j'ai vu du Mexique. C'est vraiment une équipe généreuse qui donne envie qu'on s'attache et qu'on apprécie et qu'on regarde ces matchs. Et vraiment, entre l'intensité qu'ils mettent et l'envie quand même de jouer vers l'avant, ce qui pour moi était pas du tout on va dire évident quand on parle d'une équipe de Javier Aguirre, bah je dois reconnaître les copains, je bouffe un peu mon chapeau, il arrive à nous montrer une équipe séduisante, et je le redis, qui a pas des talents extraordinaires sur son 11, mais qui a tout simplement l'envie de jouer et qui arrête de se cacher derrière le fameux « on a une équipe limitée, donc on peut pas trop jouer au football ». Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible à entendre en 2026. Ok, il y a des sélections qui sont, on va dire, avec beaucoup moins de moyens que d'autres. Ça, je l'entends. Et que c'est plus difficile, peut-être, de faire avancer ta formation de manière claire et effective. Ok, je peux comprendre. T'as aussi les pays qui sont plus petits avec un plus petit réservoir. Ok, je peux comprendre. Par contre, on joue à un sport qui s'appelle le football et pas un mix entre le MMA, entre le catch et entre on va dire le football de rue. Voilà, c'est mon petit message, et je pense que je vais porter ce message-là pendant encore quelques jours, parce que je le redis, j'ai été quand même très choqué à la hauteur d'un match de foot, mais par la prestation des Paraguayens. Bon, je vous remontre encore une fois parce que c'est ça aussi le plus important ce soir, le tableau final. Donc les Mexicains, ils passent le tour, les copains. Prochain tour contre l'Angleterre ou la RDC. Plus haut dans le tableau, on a Brésil-Norvège. Donc, ce qui veut dire que si tu viens abattre l'Angleterre ou la RDC, derrière, ça sera ou le Brésil ou la Norvège. Donc, pareil, hein, bon morceau en perspective. Mais bon, on arrive en, ça sera les quarts de finale, hein. Donc, bon, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà dans le tableau final, il y a peu d'équipes qui sont un peu sparring partners. Mais là, quand tu arrives en huitième, quart de finale, bon, va falloir arrêter. Voilà. Et de l'autre côté, on en a parlé tout à l'heure. Je vous invite à aller regarder le petit débrief qu'on a fait des Bleus avec la masterclass, on peut dire, même s'il n'y avait pas beaucoup d'opposition en face, la masterclass des Bleus qui ont totalement dominé, maîtrisé leur sujet parfaitement. Et donc, on sait que eux, maintenant, ils vont jouer les Paraguayens pour leur huitième de finale. Et le vainqueur de ce Paraguay-France rencontrera le vainqueur de Canada-Maroc. Autant vous dire, il y a
du France-Maroc dans l'air. Voilà les copains. Après, sinon pour le reste du tableau, oui, il y a pas eu plus d'avancées. Le bas du tableau à droite et à gauche, on n'a rien. Ça va commencer à prendre forme dès ce soir. Dès ce soir, dès la nuit qui arrive, avec le Angleterre RDC qui va commencer la soirée. On va enchaîner ensuite avec un magnifique Belgique-Sénégal. Ça c'est royal. Et on va terminer. Je sais pas si c'est en beauté, mais bon, allez, le dernier pays organisateur qui va jouer contre la Bosnie. 3 belles affiches encore, mais c'est vrai que les 2 affiches européano-africaines, je vous cache pas qu'elles me hypent bien, et on va en parler cet après-midi sur la chaîne. On fera les deux previews des 2 matchs, et évidemment, comme d'habitude, vous savez, on fera les débriefs de match après le coup de sifflet. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Je vois beaucoup de monde sur le chat. Enfin, je vois beaucoup de monde sur le live, mais je vois pas de questions. Donc, je pense que vous avez dû aimer, sinon vous seriez pas restés, les copains. Donc merci à vous d'avoir suivi. Comme je vous l'ai dit, on revient tout à l'heure d'ici quelques heures. Laissez-moi juste le temps de me reposer un petit peu, recharger les batteries, et puis on revient pour les previews de Angleterre RDC, Belgique Sénégal et États-Unis Bosnie. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager de la même manière. On répond à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi, je tiens à dire, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, qui suivent les débats et qui viennent participer avec moi au petit débat du FC Copain. C'est possible, il suffit juste, vous envoyer un mail à copainfc, tout attaché au pluriel, copain, COPAINS, FC, tout attaché, @gmail.com, et on prend contact, et à partir de ce moment-là, on essaie de déterminer un moment où vous venez en débat. C'est possible, et c'est aussi pour ça qu'on a créé le FC Copain. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous avez découvert cette vidéo et que vous avez trouvé ça plutôt cool, ou même juste si vous avez envie de soutenir un tout petit peu, allez-y, on prend toujours, ça nous donne un petit peu plus de force et un peu plus de courage à faire des débats plusieurs fois par jour sur la chaîne. Donc allez-y, on y va. Gardez en tête aussi vous avez aussi la possibilité de nous écouter en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. On est dispo sur toutes les plateformes, et cet épisode-là, comme tous les autres, sont disponibles quelques minutes après les lives. Voilà. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce qui reste. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.